Bonjour et bienvenue à tous dans le dernier Stint, votre podcast qui débriefe les courses du WEC, le championnat du monde d'endurance automobile. Cette semaine, on se retrouve pour parler des 6 heures d'Imola, première manche du championnat qui nous aura pas déçus. Au sommaire cette semaine, Toyota versus Ferrari, c'est le duel qui a animé cette première course, car avec sa toute nouvelle hypercar, les Japonais sont revenus dans le match pour en découdre. Alpine et le début de saison en demi-teinte. Après une annonce de départ qui a surpris tout le monde en février dernier, l'équipe française réalise malgré tout un premier week-end solide avec des équipages rafraîchis. Et enfin, entre bataille, rebondissement et désillusion, la course des GT a été mouvementée et spectaculaire. Ce sera notre sujet du Point GT, la rubrique qui se concentre exclusivement sur la catégorie LMGT3. Merci d'être ici pour écouter ce podcast. Si vous voulez en savoir plus sur les infos du podcast, mais surtout du WEC en général, vous pouvez aller suivre le compte Instagram au @dernierstint.podcast ou moi-même directement sur mes réseaux sociaux au natsurt_fr. Je rappelle également que ce podcast est disponible sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et YouTube, donc n'hésitez pas à l'ajouter en favori et à le partager à un proche qui aime le sport auto. Les 6 heures d'Imola 2026, c'est parti. Bon épisode. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode du podcast, et pour ce premier épisode, je suis pas seul, parce que je suis avec Kevin, alias La Voix des Stands sur les réseaux sociaux. Bonjour Kevin, comment tu vas ? Bonjour Tristan, bah écoute, ça va super bien, et toi ? Merci beaucoup de l'invitation, ça fait plaisir d'être là pour cette première. Ça fait plaisir aussi. Je te laisse te présenter rapidement, pour ceux qui te connaîtraient pas, que tu puisses dire ce que tu fais, etc., si tu veux. Bah moi écoute, c'est Kevin, La Voix des Stands, donc je parle d'actu sport méca sur les réseaux depuis quelques mois, quasiment un an même sur TikTok, et j'ai lancé mon compte Instagram plus récemment, et je parle beaucoup d'endurance, pas seulement, mais donc je maîtrise pas mal le sujet de l'endurance, le WEC, l'IMSA notamment. Et évidemment, j'étais complètement comme un fou à l'idée de voir ces 6 heures d'Imola ce week-end. Et oui, c'est vrai qu'on était sur une belle première course là, avec du coup victoire de Toyota. On va rappeler peut-être un petit peu le contexte de l'épreuve, parce qu'un début de saison qui a été chamboulé pour le WEC, avec le conflit géopolitique actuellement au Moyen-Orient, qui a donc repoussé les 1812 km du Qatar en fin de saison, au mois d'octobre. C'était une décision juste pour toi ? Oui, clairement. De toute façon, je pense que vu le contexte géopolitique, il n'y a même pas vraiment de débat là-dessus, c'est quelque chose qui était nécessaire. Ils avaient tenté de maintenir malgré tout un prologue, mais ne serait-ce rien qu'en termes, sans même parler du côté humain, même en termes de logistique, c'est tout simplement impossible. Et puis derrière, il y a le côté humain, il y a juste un risque qu'il y ait potentiellement des morts. Ça paraît assez nécessaire, et tous les sports se sont adaptés à cette situation, donc je trouve ça logique que le WEC le fasse également. Malheureusement, il y a des enjeux qui sont quand même beaucoup plus importants que le sport automobile, donc c'est plutôt normal. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Du coup, les 1800 km du Qatar qui ont été repoussés fin octobre, comme je viens de le dire, juste avant les 8 heures de Bahreïn, des courses qui, selon certains, seraient toujours sur la sellette. On a entendu parler, il y a des rumeurs qui parleraient de Portimao et du Castellet pour les remplacer en cas de problème. Donc voilà, début de saison un petit peu chamboulé. Donc on a commencé ce week-end à Imola pour du coup les 6 heures d'Imola sur les terres des champions du monde en titre Ferrari. Donc Imola, c'est un circuit assez connu, qui a connu pas mal d'éditions en Formule 1, et qui a rejoint le calendrier du WEC. Là, c'est la 3e édition en WEC. Qu'est-ce que tu as pensé en global de cette course à Imola ce dimanche ? Personnellement, c'est toujours un plaisir. Bon, déjà, je suis tifosi de mon côté, donc forcément, être à Imola, ça me fait toujours plaisir. De l'autre côté, c'est aussi un circuit assez atypique, assez old school, qui déteint pas mal, même avec le reste du calendrier du WEC. C'est pas forcément le circuit où on a le plus de dépassements, parce que c'est un circuit justement assez étroit, resserré. C'est difficile de faire la différence, et en même temps, ça complète bien le reste de ce calendrier qui, bon, pour moi, mériterait d'avoir une ou deux petites manches en plus, mais ça, c'est juste un avis personnel. Mais surtout, en termes de profil, c'est
c'est une course où Mathieu Jaminet en parlait avant la course. En fait, les pilotes enchaînent des tours qualifs pendant quasiment 6 heures parce que s'ils en font un petit peu plus, ils sortent de la piste. Et en même temps, il y a toujours cette envie de vouloir en faire un plus parce que c'est un tracé qui pousse à soi-même se repousser. C'est vraiment un circuit que j'aime beaucoup pour ça, très old school. Et en même temps, c'est le genre de circuit, même si c'est pas là où il y a le plus d'action, que je prends plaisir à regarder pendant 6 heures, malgré le fait que sur les premières heures de course, effectivement, on a eu un petit train-train. C'était pas la course la plus mouvementée, mais de l'autre côté, c'était une course plaisante. Je suis totalement d'accord avec toi. C'est vrai que le circuit d'Imola est assez serré aussi, donc il y a pas mal c'est vraiment compliqué pour dépasser. Mais on verra tout à l'heure, on en parlera quand on fera le point sur les catégories GT, qui a eu pas mal de batailles. Mais non, c'est vrai que c'est un circuit aussi. Même en hypercar d'ailleurs. Hein. Oui, même en hypercar aussi. Mais c'est vrai que moi, ce qui m'a le plus marqué, du moins personnellement, c'est vraiment les batailles qu'il y a eu en GT. Mais c'est vrai qu'en hypercar aussi, on a quand même été bien garni. Mais c'est surtout aussi ce qui a posé peut-être un petit peu problème avec ce circuit. Et c'est le cas déjà depuis les 3 ans. C'est le trafic dans les moments chauds quand il y a la vague d'hypercar qui arrive sur les GT quand ils prennent le premier tour. C'est vrai que c'est chaud. Alors ça se passe toujours bien parce que on est affaire à des pilotes professionnels, mais c'est vrai que du coup à chaque fois c'est sur la limite parce que la piste est quand même nettement étroite et je fais le parallèle avec la F1 là directement. En F1 on sait que c'est un circuit qui a été critiqué pour ça, parce d'être trop étroit, les voitures sont trop larges pour le circuit et il fait plus d'ailleurs partie du calendrier à partir de cette année. Et là en WEC on a mis Imola à la place de Monza et c'est vrai que certains fans critique un peu aussi ce manque de dépassement et ce trafic intense parce qu'on rappelle qu'il y a quand même plus de 30 voitures sur la piste, donc le circuit n'est pas long non plus. Donc ouais, c'est un circuit un peu en demi-teinte, mi-figue mi-raisin comme on dit, avec un côté où les batailles sont exceptionnelles, mais de l'autre c'est vrai où c'est serré et ça c'est pas le circuit qui garantit le plus de spectacle. C'est un circuit qui est un peu différent justement, mais c'est un circuit aussi où ça laisse aux pilotes la possibilité de faire la différence, d'avoir des petits moments de bravoure, comme par exemple, on en parlera tout à l'heure, mais Anthony McIntosh à Tosa, avec les freinages qu'il nous fait en début de course. Exceptionnel ça. c'est le genre de circuit où le pilote peut aussi faire la différence. Et puis, c'est un circuit aussi où, de notre côté, c'est stratégiquement également qu'on a pu avoir pas mal de décalages intéressants. En hypercar, BMW a été sur une stratégie totalement différente de ses concurrentes. On a vu Alpine, Cadillac tenter des choses également. Et justement, là où Monza va davantage ressembler à ce qui se fait sur le reste du calendrier, encore une fois, la force d'Imola, d'un côté, effectivement, c'est que c'est un circuit étroit, et encore, on n'a plus les LMP2, parce que avec 17 hypercars, les GT, si en plus on avait les LMP2, là, ça commencerait à être dangereux. Mais pour le coup, personnellement, encore une fois, moi je trouve que sur un circuit comme ça, il y a un côté pur racing qui manque parfois sur d'autres circuits, et justement un côté où ça ne se joue pas seulement sur une longue ligne droite, et où le pilote peut faire un peu plus la différence. Eh oui, je suis totalement d'accord avec toi et je rejoins complètement ce que tu dis. On va peut-être parler un petit peu de la course et ce qui s'est passé du coup ce week-end à Imola pour cette première manche. Du coup, on a eu une victoire de Toyota en hypercar et une victoire du team WRT en GT dans une BMW. On va rappeler rapidement en quelques mots pour ceux qui découvriraient le WEC que du coup il y a 2 catégories en endurance, donc les hypercars, les prototypes qui étaient avant les LMP1. Donc c'est là que vous entendez Ferrari, Toyota, Aston Martin, etc., les gros constructeurs. Et après, on a les GT, donc les courses de voitures de tourisme remasterisées pour la piste, donc les courses de GT, avec du coup les constructeurs qui sont exploités en général par les teams privés pour faire la course du coup. Il faut savoir que du coup les 2 catégories n'ont pas du tout la même vitesse, n'ont pas du tout le même règlement, donc c'est vraiment 2 courses en une course, ils sont tous sur la même piste en même temps, mais il y a un classement hypercar, un classement GT, les GT ne courent pas contre les hypercars, etc.
Exactement, c'est un peu ce qui fait justement la différence de l'endurance avec d'autres disciplines. C'est le fait d'avoir différentes catégories. Alors là, on en a 2 en WEC. Dans d'autres championnats, on peut en avoir jusqu'à 3 ou 4. Et là, la gestion du trafic, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, joue un rôle primordial, puisque d'un côté, vous avez des GT, et si vous regardez ne serait-ce rien que sur une ligne droite ou dans un virage, la force d'appui d'un prototype face à une GT3, ça n'a tout simplement rien à voir. Il y a une galaxie de différences en termes de performance entre les deux. Et c'est cette gestion aussi qui joue pas mal en endurance. Ah ouais, c'est ça qui fait un peu le charme de ce championnat. Du coup, revenons sur la course qui s'est passée ce week-end. Donc, victoire, on va se concentrer déjà sur les hypercars là pendant... on parlera des GT juste après. Mais victoire de Toyota en hypercar, du coup 50e victoire du constructeur japonais dans l'histoire du WEC moderne. Donc quand on parle, ça aussi je précise maintenant pour que ce soit plus ou moins clair, mais quand on parle de WEC moderne, donc le championnat du monde d'endurance a été créé donc, en 2012. Donc avant il y avait des courses d'endurance, mais c'était des championnats, ça a beaucoup changé, l'histoire du WEC est très compliquée. Mais voilà, donc quand on parle de WEC, donc le WEC moderne, c'est vraiment depuis 2012 avec les LMP1, puis maintenant la réglementation hypercar. Donc Toyota qui fait sa 50e victoire en 100 courses, donc un ratio de 50% de victoire, juste exceptionnel. En plus Toyota qui arrive avec une toute nouvelle voiture, une toute nouvelle hypercar. Première course de la nouvelle Toyota et c'est une victoire. Qu'est-ce que tu as pensé toi de la course de Toyota ? J'ai été agréablement surpris par cette TR010. J'étais curieux cet hiver, on voyait beaucoup de différences et en même temps un profil qui ressemblait pas mal à la GR010, surtout au niveau de l'arrière. Et puis au niveau perfo finalement, ce qu'on a vu c'est que cette TR010 est beaucoup plus dans le match face à une Ferrari. Quand on peut comparer sa devancière face à la Ferrari l'année dernière, la Ferrari n'a pas évolué, il faut le préciser. Elle avait évolué l'année dernière. Et là, cette année, cette Toyota, elle est dans le rythme, elle est capable de se battre, de lutter. Elle est aussi plus économe, c'est ce qu'on a vu tout au long de la course, c'est que la Toyota arrivait toujours à avoir un relais, enfin un tour de plus sur ses relais. Également sur les gommes, elle tient bien. On a vu sur la 7 un triple relais sur les nouveaux médiums de Michelin. Donc franchement, j'ai été très agréablement surpris de cette Toyota qui, même en qualification, a montré beaucoup de performances et a confirmé en course. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner au Mans. On le sait, c'est leur objectif, c'est gagner les 24 heures du Mans. Ça fait 3 années d'affilée que Ferrari remporte le Mans. Et pour Toyota, ils ont tout gagné à l'époque où ils étaient quasiment tout seuls en WEC. Maintenant qu'il y a de la concurrence, c'est beaucoup plus difficile. Et c'est cette année qu'il va vraiment falloir confirmer. Surtout s'ils veulent attirer des pilotes comme Kevin Estre dont on a entendu parler récemment dans les paddocks, et il va falloir performer pour ça. Oui, Kevin Estre, on fait un petite abstraction rapide. Kevin Estre du coup qui était pilote Porsche, on rappelle qu'il n'est plus en WEC cette année, du moins en hypercar. Donc l'équipage Porsche s'est retrouvé un peu sur la touche et Kevin Estre, il y a des rumeurs qui reviennent chez Toyota l'année prochaine, ça parle beaucoup d'autres pilotes aussi. Mais voilà, donc Toyota, vraiment très beau début de saison, très beau début de course avec la nouvelle voiture. Et t'en as parlé rapidement, là, le duel avec Ferrari aussi. On a eu un beau duel là, sur la première course. Avec, alors c'est un duel à distance, puisqu'il n'y a pas beaucoup eu de roue contre roue. Si ce n'est en qualif où c'était très proche d'ailleurs. Pole position, c'est qualif, pour... ça s'est joué à ça s'est joué à 11 dixièmes de mémoire. Pour moi, ouais, 74 millièmes, je crois avoir lu. J'ai plus l'écart en tête. Un truc de ce style entre la Ferrari, la 51 qui a pris la pole, et la Toyota, c'était la numéro 7 en deuxième place. C'était la numéro 8. C'était la numéro numéro 7 était en 6ème place. Ok, tu vois, donc du coup, franchement, écart super serré en qualif, donc déjà ça a annoncé un gros duel pour le lendemain. Et le lendemain, du coup, Ferrari qui a fait quand même un début de course assez solide, qui avait un bon rythme. Mais après, stratégiquement, t'en parlais de la dégradation, etc. Toyota qui a fait une très bonne stratégie, qui avait un gros rythme aussi. Et du coup, ça leur a permis de repasser devant.
de réaliser un double podium. Donc ce qui est franchement très très propre pour une première course avec la nouvelle voiture. Hein. C'était beaucoup d'interrogations cet hiver. Mais non, le duel est lancé. J'espère que ça sera en continuité dans la saison, que ça durera toute la saison avec Spa qui arrive prochainement. Donc j'ai hâte de voir la suite entre Toyota et Ferrari. Ferrari qui a donc perdu sur ses terres. Eux qui avaient gagné l'année dernière. Et ça va piquer à l'ego chez Ferrari. Se prendre en plus un 2-1 dans le match face à Toyota sur cette première course. Surtout que si on regarde bien sur la course, la Ferrari semblait avoir un peu plus de rythme. Pendant longtemps, on a vu la 51 derrière la numéro 8, derrière Hirakawa, sans jamais réussir à trouver une opportunité pour dépasser. Même avec le trafic, ça a été compliqué. Et pourtant, elle semblait plus facile tout le temps face à la Toyota. Donc j'ai hâte de voir justement, à Spa, c'est un circuit où il y a un peu plus d'espace pour se dédoubler. C'est un profil de circuit aussi assez différent par rapport à Imola. J'ai hâte de voir ce que ça va donner et de voir aussi si cette Toyota peut confirmer dans différentes conditions avant Le Mans. Et oui, après pour revenir légèrement sur Ferrari, faut aussi parler de la Ferrari numéro 50 du coup, celle de Antonio Focco, Miguel Molina et Niklas Nielsen, qui a subi une pénalité de drive-thru pour une infraction sous drapeau jaune. Mais malheureusement, leur pénalité, pour eux du moins, est mal tombée, parce qu'elle est vraiment tombée juste après une safety car, ce qui les a relégués super loin, et il n'y a pas eu d'autres incidents de course. Donc eux qui étaient bien placés aussi pour la lutte avec Toyota en début de course, se sont retrouvés vraiment au fond de plateau et ont passé leur course après à remonter. Et malgré tout, ils s'en sortent pas si mal. Hein. Et oui, parce que la Ferrari termine, si je dis pas de bêtises, attends, j'ai le classement sous les yeux. En 6ème position. C'est ça. Entre les deux BMW, la numéro 20 en 5ème position et la numéro 15 en 7ème position. Et ça a été une course... Parce qu'ils n'ont pas été seuls à commettre cette infraction. La même infraction de dépassement sous drapeau jaune a été commise par la Cadillac, la 12. Numéro 12, qui montrait aussi beaucoup de rythme en début de course, puisque la 12 avait dépassé la numéro 50. Mais de l'autre côté, ensuite, dès qu'il y a eu cette infraction, la numéro 12 n'est pas parvenue à remonter comme l'a fait la numéro 50, qui est remonté quand même de la 15e position de mémoire jusqu'à la 6e en 4 heures. Donc c'est quand même une très très bonne... c'est bien rattrapé comme erreur finalement. Oui, puisque la Cadillac, la 12, elle a terminé seulement à la 13e place. Donc on voit aussi le rythme de la Ferrari. C'est vraiment Ferrari et Toyota qui sont vraiment devant sur ce début de saison avec niveau rythme. Parce que la Ferrari, comme tu dis, qui est remontée du fond de grille à la 6e place, pardon. Alors que la Cadillac, elle, est restée vraiment au fond de plateau puisqu'elle a fini 13e. On rappelle qu'il n'y a que 17 hypercars, donc c'est pas une grosse remontée. Eux qui avaient un bon rythme en début de course, c'est dommage. Clairement. Chez Ferrari, il faut quand même noter la performance de la 83 qui, elle, justement, était plus en difficulté dès qu'il a commencé à pleuvoir sur la piste. Oui. On l'a vu, la 83 c'était... qui était au volant déjà ? C'était Robert Kubica. Oui, en grande difficulté. C'était assez surprenant d'ailleurs de le voir en difficulté sur ces conditions-là. Finalement, il sauve les points de la 10e place, mais vis-à-vis du reste de la course, c'est assez décevant pour eux. C'est plutôt une contre-performance de ce côté-là. Et c'est vrai qu'on les attendait un petit peu plus haut, sachant que les deux autres Ferrari d'usine étaient mieux placés en qualif et en course, du moins niveau rythme. Mais ouais, un peu une déception là, côté AF Corse. On pourrait aussi parler de Genesis qui disputait ce week-end sa toute première course en endurance. Donc Genesis qui arrive, qui fait partie du groupe Hyundai, qui arrive en hypercar cette année, avec un bon projet chez Genesis, projet LMDH, et qui aligne des pilotes, franchement très rapides. À ce niveau-là. C'est clair, André Lauterer, Mathieu Jaminet, Paul Louchatin pour ce qui est des Français, Mathieu Jobert également, Pipo Derani également, très connu en IMSA. Franchement, des pilotes, des top pilotes comme tu dis.
et qui ont fait une première course non sans problème, mais ça restait une première course plutôt propre. Déjà, rien que dès les séances de qualification, Mathieu Jaminet, on ne doute pas de son talent, il est champion quand même en titre en IMSA, mais Mathieu Jaminet a qualifié la 19 à seulement 1 seconde 1 de la Ferrari de tête, et l'écart était clairement pas très très important finalement entre les Genesis et le reste. Il faut rappeler aussi que Genesis sur ce week-end, ils ont une BOP qui est très défavorable. La BOP, c'est un processus qui est censé équilibrer les performances du plateau. Et quand un nouveau constructeur arrive, cette BOP leur est défavorable, de sorte à éviter justement qu'un nouveau constructeur débarque et mette à l'amende tout le monde. Et ensuite, au bout de quelques courses, cette BOP va ensuite s'ajuster sur leurs performances pour pouvoir faire en sorte que ils puissent lutter sans dominer, sans être non plus à la traîne. Et malgré cette BOP très défavorable, franchement, Genesis a rendu une super prestation ce week-end. C'est la numéro 17, tout au long de la course, elle était dans le rythme. On a vu de belles batailles entre Mathis Jobert et Niklas Nielsen dans la Ferrari. Et quand même résister face à la Ferrari, justement, on parlait de la Ferrari tout à l'heure. Pareil, c'est quelque chose, on s'attendait pas à voir la Genesis. Même si le tracé aide, effectivement, et le trafic aussi. Mathis Jobert, il faut rappeler que c'est sa première dans une hypercar. Et puis la Ferrari, c'est la Ferrari quand même. Donc si on regarde le classement final, ils finissent 15e et 17e. C'est pas énorme. Mais de l'autre côté, on a vu un bon rythme. Et on a vu surtout que ce rythme-là, il était capable de suivre le rythme du reste du plateau, malgré, on le rappelle, cette BOP défavorable, et malgré le fait que cet équipage découvre l'hypercar également. Et oui, puisque c'est vrai que les pilotes n'ont pas roulé en hypercar en WEC, à part quelques-uns dans les deux équipages. Mais oui, du coup, tu l'as très bien dit, les Genesis qui terminent 15e et 17e. La numéro 19 a eu des problèmes en début de course. Ils ont perdu 30 minutes dans les stands. Donc 30 minutes sur une course de 6 heures, surtout quand on a une nouvelle équipe. C'est clairement c'est énorme, 30 minutes. Autant sur des courses comme les 24 heures du Mans, quand on est un top team, c'est énorme, mais on l'a vu par le passé, ça peut se rattraper, ça peut se combler. Ouais, mais une course de 6 heures, c'est un sprint presque. Ouais. Surtout dans ces conditions à Imola, c'était un sprint. C'est clair, surtout pour une équipe en plus comme Genesis. Mais non, la 15 après, qui s'est bien battue, qui s'est bien défendue. La 17, pardon, du coup, qui termine 15e. Et qui finit du coup devant la Peugeot 93, mais la Peugeot 93 qui a subi des problèmes sur la piste, des sorties de piste, etc. Donc c'est comme si elle est pas si loin de la Cadillac. C'est ça qui est important, c'est que cette Cadillac numéro 12, elle est juste à côté. Et puis tout au long de la course, ils se sont battus avec des Aston, avec des Cadillac, avec des Peugeot. Ça a été encore, et même avec l'Alpine numéro 36, qui est une course un peu plus difficile. Ça a été quand même une bonne prestation globale. Après, effectivement, la numéro 19, c'est un peu triste d'ailleurs pour Daniel Juncadella qui découvrait l'hypercar, a passé quasiment 40 minutes dans les stands pour un problème électronique. Oui. Mais de l'autre côté, malgré tout, ça reste une bonne prestation globale. Et puis derrière, ils ont toute une saison pour apprendre, pour essayer de bâtir leur équipe, parce que c'est quand même une toute petite structure qui a été montée par Cyril Abitboul. Cyril Abitboul, on rappelle quand même qui c'est, c'était celui qui avait organisé le retour de Renault en Formule 1 en 2016. Et clairement, ils ont quand même pu montrer une chose, c'est le potentiel de cette voiture sur ces 6 heures d'Imola. Et oui, je suis totalement d'accord avec toi. Pour finir sur cette catégorie hypercar, on peut très rapidement, parce qu'il faut qu'on avance un petit peu, évoquer Aston Martin, les Aston Martin du coup qui entament leur 2e saison avec la Valkyrie et qui font une P9, une belle P9 avec la 007. T'en as pensé quoi de la performance d'Aston Martin ce week-end ? Écoute, j'ai été agréablement surpris justement. Alors en soi, tout au long de la saison dernière justement, on a vu une bonne amélioration globale de l'Aston Martin, malgré ses faiblesses qui sont naturelles, parce qu'il faut rappeler que ce programme-là, c'est pas comme tous les autres qui ont produit une hypercar par rapport à la réglementation. Là, c'est Earth of Racing qui a adapté
une hypercar de série d'Aston Martin pour pouvoir la faire rouler sur ce championnat du monde d'endurance. Et on voit malgré tout une montée en puissance. Déjà en IMSA, ils sont passés pas loin d'un podium en fin de saison dernière, si je me trompe pas. Et puis là, sur un tracé qui en plus est pas très adapté, parce que l'Aston Martin, elle absorbe mal les vibreurs. Et les vibreurs à Imola, quand on regarde la Variante Alta, quand même, c'est une grosse faiblesse de mal les absorber. Malgré tout, une P9, même la 009 était dans le match pendant un bon moment dans la course. C'est un bon début, c'est plutôt encourageant pour Aston Martin qui n'a pas les armes pour se battre pour la victoire, pas les mêmes armes que les autres, mais qui malgré tout fait avec ils font avec ce qu'ils ont, et ils font plutôt bien justement avec cette Valkyrie. Et oui, c'est vrai que c'était un beau début de course, comme tu l'as très bien expliqué. Je te propose de passer sur la catégorie GT, en parler rapidement aussi, parce qu'il y a eu des belles batailles en GT. Notamment, on a franchement eu des batailles. Il y en a eu une que j'ai retenue, je sais pas ce que tu en as pensé toi de ton côté, mais c'était la bataille entre la BMW numéro 69 et la Ford 88 en début de course, avec donc une bataille qui a duré presque sur un tour, et la BMW est passée à l'extérieur au premier virage de Rivazza, les 2 derniers virages en bas. Enfin, c'était magnifique. Ah, mais franchement, ce début de course, même le début de course de la BMW et la Ford, qui était sur un début de course de remontée, assez exceptionnel. C'est la BMW partait 4e et la Ford, je crois, 6e de mémoire. Au final, comme tu le disais, ils se battaient pour la première place. On a vu les freinages, j'en parlais tout à l'heure, de Anthony McIntosh, il fait ses débuts cette année en WEC. Et des freinages, mais pour un pilote bronze, assez exceptionnel. Il se décale au dernier moment, il prend sur les freins, il l'a fait au Lexus, il l'a fait également à la Corvette. Et puis, comme tu disais, à Rivazza face à la Ford, on a eu un beau duel. Cette Ford 88 qui, de l'autre côté aussi, était clairement dans le coup sur cette course. Mais leur victoire finale BMW, ils la doivent notamment à ce bon début de course et de Anthony McIntosh, justement, qui a réalisé une performance magistrale pour le coup. Ah, c'est clair, en GT, on a été servi niveau bataille. On a aussi eu une bataille à 3 à un moment donné entre la Porsche 91, une nouvelle fois la Ford 88, et c'était quelle voiture ? Attends, j'ai noté ça. Et la 58. Oui, c'est ça. Non, c'était la Corvette ? Non, c'était la McLaren. C'était la McLaren, c'est la 58. Oui, du garage, oui. On a vu une bataille à 3 où ça faisait que de se doubler, etc. Franchement, c'était beau. On a eu aussi une bataille entre la McLaren et la Corvette aussi. On a eu quand même une très très belle course en GT3. En GT, franchement, on a été servi. C'est une catégorie que, en tout cas, moi, de mon avis personnel, je trouvais que l'année dernière et sur les années précédentes, on la voyait pas beaucoup à l'écran parce qu'on était vraiment beaucoup sur les hypercars. Elle passait quand même, parce que forcément ça reste une catégorie du WEC, mais je trouvais qu'à l'écran on la voyait beaucoup moins par rapport aux hypercars, et je trouve que cette année, du moins là sur ces 6 heures d'Imola, on a pu voir les batailles vraiment, les batailles qui étaient magnifiques. On a pu les voir, ils ont bien montré ça, ils ont bien diffusé, et j'ai trouvé que limite, j'ai plus vu de GT que d'hypercar sur cette course à Imola. Donc ouais, franchement, moi j'ai adoré la course des GT en tout cas. Ah, clairement. Faut dire aussi que ces dernières années, c'était un reproche qu'on pouvait faire de pas assez voir les GT, et il y a des moments en course où on voyait pas assez les GT justement, ce qui se passait, etc. Finalement, là sur cette course-là, c'est vrai qu'on les a beaucoup vus, bien aidés aussi par le fait qu'en hypercar, comme on le disait, c'est un circuit où ça dépasse difficilement, surtout que les hypercars sont très larges. Donc sur les GT, c'est un peu plus facile, ça va aussi un peu moins vite. Mais de l'autre côté, on a aussi eu, faut le souligner, une balance des performances assez intéressante, puisque toutes les GT étaient plutôt dans le même rythme en fait. Tous les dépassements, toutes les batailles qu'on a eues, ça s'est fait au forceps.
je pense qu'on peut parler de la bataille entre la Corvette 33 et de Johnny Edgart et la McLaren 10 de Thomas Fleming. Eh oui. Mais cette bataille entre les deux Britanniques, franchement, ça a duré plusieurs tours et on s'est clairement régalé entre eux. C'est même un peu triste d'ailleurs pour la McLaren, finalement, leur abandon en suite de course, parce que franchement, ils nous ont offert un spectacle monumental. Eh oui, on y vient justement, la McLaren, la numéro 10, du coup, du team Garage 59, conduite par Andres O, Thomas Fleming et, j'écorche toujours son nom, j'arrive pas, Marvin Clofer, j'espère que je l'ai bien prononcé. Mais, enfin bref. Je oui. crois que c'est Kirchhofer. Oui, je galère au niveau de je galère au niveau de la prononciation, mais c'est pas grave, j'espère que vous m'en voudrez pas. Du coup, cette McLaren 10 qui a fait un très beau début de course, qui est parti de la pole, même si je dis pas de bêtises. Ben oui, on a eu un tour en pole justement. Je crois qu'ils l'ont republié sur YouTube, sur la chaîne YouTube du WEC. Si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller voir le on-board du tour de pole de Thomas Fleming. Franchement, c'est juste exceptionnel. Mais ouais, non, du coup, cette McLaren 10 qui part de la pole, qui se bat pour la victoire clairement toute la course, et vers à une demi-heure, 1 heure de la fin, problème mécanique, on voit la voiture qui ralentit dans la ligne droite, qui ralentit sur tout le tour et qui rentre au stand, après 30 minutes passées dans les stands. Et elle se retrouve à 13 tours des leaders. Et à la fin, c'est une P13 pour eux, ce qui est vraiment dommage parce qu'ils avaient fait un week-end très propre, un week-end très solide. Donc c'est dommage d'en arriver là. Malheureusement, c'est la course. Et j'espère pour eux qu'ils vont remonter la pente à Spa et pouvoir prendre leur revanche. C'est la course. Après, ça reste assez triste, surtout pour une première, parce que Garage 59, c'est quand même leur première course en WEC, puisqu'ils ont remplacé... United Autosport qui prépare l'engagement de McLaren en hypercar. Cet équipage aussi, c'est un nouvel équipage sur la grille et qui, pareil, jusque-là pour le moment, s'en sort plutôt bien pour une grande première. C'est dommage à une demi-heure de la course que tout s'arrête comme ça. Ils avaient fait le plus gros du travail, mais bon, quand t'as plus de puissance, tu vas pas aller très très loin. Au moins, toujours est-il que ça sera un week-end où ils ont pu apprendre pas mal de choses, et puis ça présage que du bon, comme tu le disais pour Spa. Et oui, exactement. Avant de passer à la suite, j'aimerais évoquer en GT, faire un dernier petit point. C'est sur l'abandon de la Lexus, enfin les problèmes du moins qu'il y a eu chez Lexus dans le team Acodis, qu'on rappelle, c'est un team français du coup. Seule équipe, c'est pas un constructeur français, mais seule équipe française représentée en GT. Franchement, ils partaient 2e et 3e ils étaient 2e et 3e sur la grille. Et début de course compliqué, déjà le rythme était difficile dans une Lexus vieillissante. On rappelle que le team Acodis attend grandement l'arrivée de Toyota en GT pour pouvoir rouler une Toyota... La GR GT3, qui normalement arrive l'année prochaine. Exactement, pour pouvoir rouler une Toyota, une voiture plus récente et pouvoir avoir un meilleur rythme. Mais la 87, qui passe 1 heure de la course... non, qu'est-ce que j'ai raconté ? C'est la 78 au stand. C'est la 78 qui passe, je sais pas combien de temps, 45 minutes, j'ai marqué 45 minutes au stand. Ouais, j'ai marqué la même chose. Et la Lexus 87 qui, dans la foulée, abandonne après Aqua Minerali, problème mécanique. Donc c'est cruel pour eux, qui avaient fait une très bonne qualif. Eux qui avaient gagné à Sao Paulo l'année dernière. J'espère qu'ils, pareil, comme McLaren, pourront prendre leur revanche à Spa dans 3 semaines. Et j'espère qu'ils remonteront la pente. On verra pour eux. D'après Acodis, ce serait un problème de transmission pour les deux voitures. C'est une voiture, tu l'as dit, elle est vieillissante. Hein. Ça fait 12 ans qu'elle est sur la grille. Ça commence à faire beaucoup, 12 ans, c'est même une éternité. Des fois, on se moque un peu de la Mercedes qui est engagée depuis 2016 et qui avait eu une Evo en 2020. Mais à côté, cette Lexus, elle est là depuis 2014 en fait. Ouais. Et malgré le fait qu'elle soit là depuis 12 ans, qu'elle soit connue dans tous les coins et recoins mécaniquement, puisque au bout de 12 ans,
Ça fait 12 ans qu'Acodis est là. C'est une mécanique éprouvée, c'est une voiture qu'on connaît par cœur. Et malgré tout, on voit quand même quelques problèmes de fiabilité qu'on voyait pas avant. Alors, ils ont aussi essayé d'effectuer une grosse perte de poids justement pour compenser les faiblesses mécaniques de cette Lexus en attendant la GRGT. Parce qu'ils ont perdu quand même près de 30 kilos, ce qui est énorme. C'est énorme pour la course auto. En travaillant sur cette perte de poids qu'ils auraient peut-être touché à des éléments notamment liés à la transmission qui expliqueraient ces abandons, parce que les deux voitures ont connu un problème similaire. On ne sait pas, mais ce qui est sûr, c'est que ça présage pas beaucoup de bonnes choses. Après, c'est quand même une structure, tu l'as dit, qui connaît la victoire, qui tout simplement est très expérimentée aussi. Et puis, ils ont aussi des trios de pilotes eux-mêmes très expérimentés, performants. Donc, on peut compter sur eux quand même pour essayer de redresser la pente. Et puis, on verra ce que ça donne. Et oui, hâte de voir la suite du coup pour cette catégorie GT. Je te propose de passer à la suite. Donc, on passe à la rubrique la carte blanche de l'invité. Donc, Kevin va vous parler d'un aspect de cette première course qu'il a choisi. Il va vous en parler seul pendant quelques minutes. Donc, Kevin, de quoi souhaites-tu nous parler cette semaine ? Eh bien, moi, je vais vous parler de la course d'Alpine. Parce que Alpine, mine de rien, à la fin de la course, est quand même imposée comme la meilleure des autres derrière Ferrari et Toyota. La 35, qui partait 7ème, finit en 4ème position. La 36 a une course un peu plus difficile. Elle partait 11ème et finit 11ème. Mais malgré tout, on a quand même vu une course solide. Alors l'objectif qui avait été annoncé par Charles Milesi avant la course, c'était de marquer de gros points avec les deux voitures, être solide collectivement. Bien, de ce côté-là, c'est un peu raté, mais de l'autre côté, on peut quand même saluer une bonne optimisation globale, une stratégie bien adaptée aux événements de course, aux différentes virtual safety cars et safety cars. On a eu un décalage stratégique de 2 tours avec les voitures de tête, et ça a été plutôt efficace. Très clairement, on a du progrès sur cette Alpine. Il reste de l'autre côté pas mal de travail à faire. Ferrari et Toyota sont toujours un step au-dessus, mais malgré tout, cette première course à Imola est très encourageante. Pour la 36, on peut avoir aussi des regrets, parce que Victor Martins a écopé d'un drive-thru au bout de 3 heures de course pour non-respect de procédure sous la virtual safety car. Mais malgré tout, de l'autre côté, après cet incident, il a quand même montré un rythme très très soutenu. Mais Victor Martins, qui, on le rappelle, faisait ses débuts en hypercar, c'est un pilote issu de la monoplace qui avait fait 3 saisons en Formule 2, et qui, pour ses débuts en tout cas, a montré une bonne performance globale. Il a même eu le record du meilleur tour pendant plus d'1 heure sur la piste. De l'autre côté, sur la 35, D'Acosta aussi, s'en est bien sorti, puisque lui connaissait déjà l'endurance. Il avait déjà roulé en LMP2 en 2022, mais jamais en hypercar. Et ce que ces deux voitures ont montré surtout, c'est que techniquement, les upgrades, elles fonctionnent. On a une nouvelle A424 cette année, qui est un peu plus basse, qui a gagné beaucoup d'appui aéro, surtout, c'était leur grande faiblesse. Et pour le moment, face à la concurrence, elle démérite pas. J'ai hâte de voir justement à Spa, où c'est un circuit qui devrait leur convenir, ce que ça peut donner. C'est là où aussi on peut encore plus regretter finalement le retrait d'Alpine avec, on le rappelle, François Provost, le nouveau dirigeant du groupe Renault, qui avait annoncé en février dernier mettre fin au programme Alpine Endurance. C'est clairement une décision qui était déjà discutable parce que Alpine ne gérait que le moteur à Viry et Signatec s'occupait du reste. Beaucoup d'investissements avaient été faits avant cette décision, donc c'est encore plus discutable, notamment le recrutement de beaucoup d'ingénieurs en mercato et puis le développement de cette hypercar qui fonctionne. Donc c'est dommage. Maintenant, ce qu'on voit, c'est que cette saison, Alpine se rapproche des leaders, son programme fonctionne. Et puis pour des pilotes, je parlais de Victor Martins, Antonio Félix D'Acosta, et puis même pour tous les autres pilotes, Charles Milesi, Ferdinand Habsbourg, Jules Gounon et Fred Makowiecki, ils vont avoir 1 an pour montrer qu'ils méritent de rester dans le giron hypercar, pour aussi taper dans l'œil de McLaren et Ford qui vont s'engager l'année prochaine. Et puis de l'autre côté, la structure Signatec de son côté, elle aussi a tout intérêt à performer, puisque plusieurs constructeurs asiatiques seraient intéressés pour faire leur arrivée dans les paddocks d'endurance. On pense à Lynk & Co, à Chery, à BYD.
Donc c'est clairement la fin d'Alpine, c'est pas la fin de Signatech, et j'ai hâte de voir ce que ça peut donner sur la suite de cette saison, parce que ce qu'on peut voir pour le moment, avec toutes les déclarations des différents pilotes, c'est qu'ils sont tous surmotivés pour finalement assurer leur avenir. Et au Mans, ça peut aussi nous promettre une belle course, donc j'ai franchement hâte de voir ce que va faire Alpine sur le reste de cette saison. Pour le moment, c'est un début pas parfait, mais un début très encourageant. Eh ben merci beaucoup à toi pour cette petite rubrique sur Alpine. Avant de finir du coup cet épisode de podcast qui arrive bientôt à sa fin, on va prendre du coup, pour ceux qui suivent le compte Insta du podcast sur Instagram, vous avez pu voir une publication qui vous permet de poser des questions sur le WEC en général ou sur la course. Il y en a 2 qui ont été sélectionnées, donc si dans le prochain épisode vous voulez avoir une question, vous voulez que votre question passe dans le podcast, n'hésitez pas à du coup suivre le compte Insta du podcast, il y aura toujours une publication comme ça avant les courses. Donc je te propose d'écouter, que je te lise la première question qu'on voit ensemble. Donc c'est une question de Axel F1. Quelle est la différence entre les LMDH et les LMH ? Alors, donc là c'est un sujet un petit peu compliqué. On va essayer de répondre ça de manière le plus simple possible et le plus clair, parce que c'est pas forcément simple à comprendre. Donc, du coup, faut savoir que les 2 gros championnats d'endurance, du moins prototype, c'est le championnat du coup le WEC, dont on est en train de parler, et l'IMSA qui se passe aux États-Unis. Il y a quelques années, vous avez déjà sûrement entendu parler de ces termes pour ceux qui suivent l'endurance, les LMP1, les LMP2, etc. Donc les LMP1, c'était les prototypes en WEC, et il y avait en IMSA il y avait d'autres prototypes en IMSA, c'était pas les LMP1, c'était les DPI. Donc c'était ça le nom des prototypes là-bas. Donc c'était 2 réglementations totalement différentes. Et pour attirer des nouveaux constructeurs, pour réduire les coûts aussi, les 2 entités, donc qui sont la FIA et l'ACO côté WEC et l'IMSA pour ce qui est du championnat américain, ont voulu un peu fusionner les 2 réglementations, mais en gardant quand même des différences. Donc les points communs de ces réglementations. Donc en LMH, les voitures doivent avoir une puissance électrique de maximum 500 kW, et un poids minimum de 1030 kg. Donc ça c'est pour les 2 catégories. Et ensuite, donc les LMH, c'est un petit peu les équipes qui partent de zéro et qui construisent tout, qui conçoivent tout, la voiture, tout le moteur, etc. En hypercar, par exemple, cette année, en LMH, on a Aston Martin, on a Toyota, on a Ferrari, on a également Peugeot, et je crois que c'est tout. C'est les équipes LMH. Et du coup, le reste, donc Cadillac, Genesis, BMW et Alpine sont des LMDH. Donc, le principe des LMH, c'est du coup de concevoir de A à Z un petit peu toute la structure, toute la voiture, le châssis, etc. Et pour ce qui est des LMDH, des pièces sont un petit peu standardisées, on va dire. Par exemple, la boîte de vitesse, les batteries, le châssis. Et le châssis doit être fourni par un de ces 4 manufacturiers. Donc il y a Dallara, Oreca, Ligier et Multimatic, donc qui sont des producteurs de châssis. Donc par exemple l'Alpine, la BMW, la Genesis ou la Cadillac ont un de ces châssis-là. L'Alpine c'est la Oreca, je crois. L'Alpine a un châssis Oreca, et par exemple la Cadillac a un châssis Dallara. Et donc globalement ça sert à ça. Après il y a la balance de performance qui a aussi été instaurée pour pas qu'il y ait trop de différence entre les LMH et LMDH, pour un peu harmoniser le tout, et c'est pour ça que ça a aussi permis d'attirer plein de constructeurs. Porsche par exemple avait un programme LMDH, roulé en IMSA également, et ça leur permettait de un petit peu réduire les coûts à court terme, et c'est en général l'argument des constructeurs qui arrivent avec un projet LMDH. Exactement. Il faut comprendre que en moyenne, un engagement LMH, ça coûte à peu près 80% plus cher qu'un engagement LMDH. C'est les chiffres qu'on avance. Donc, d'un côté, ça offre une liberté quasi totale, d'un point de vue performance, d'un point de vue développement, et c'est ce qui fait la force aujourd'hui de Toyota et Ferrari notamment.
C'est aussi ce qui a permis à Peugeot de rebondir après l'échec de leur hypercar à effet de sol en 2023. C'est aussi ce qui a permis à Aston Martin finalement d'adapter des hypercars qui existaient déjà chez eux, les Valkyrie AMR. Enfin, c'est plutôt Heart of Racing qui a adapté ces hypercars avec le soutien derrière logistique d'Aston Martin. Et ça permet en fait une liberté beaucoup plus importante. Ça permet aussi des concepts variés. Mais par contre, de l'autre côté, on le voit avec Aston Martin, on l'a vu avec Peugeot il y a quelques années, il y a beaucoup moins de garanties de performance. L'avantage d'une LMDH, donc, ça va être que justement, en reprenant une base déjà connue, ensuite ils vont pouvoir retravailler sur cette base, mais ça permet d'arriver avec plus de garanties. Ça ne veut pas dire forcément que les constructeurs vont forcément performer, puisque Lamborghini était arrivé en LMDH il y a 2 ans, avec la Ligier, et au final, ça a été une année catastrophique. Mais de l'autre côté, ça facilite beaucoup le travail. Par exemple, Genesis, cette année, ils arrivent aussi avec un châssis Oreca, et ça leur a permis de simplifier tout le travail de compréhension, sachant qu'ils découvraient l'endurance, d'économiser également des coûts. Ça veut pas, mais de l'autre côté, ces pièces-là, c'est pas la totalité de ce qui va constituer la voiture, puisque je vais reprendre l'exemple de Genesis. Quand ils sont arrivés, Genesis, il fallait construire un moteur. Alors ce qu'ils ont fait finalement, c'est qu'ils ont assemblé 2 moteurs issus de WRC pour en former un nouveau. Pour faire de 2 V4, ils ont formé un V8. Ce qui est à la fois une idée de génie et à la fois ça a dû poser des casse-têtes monumentaux d'un point de vue ingénierie, mais toujours est-il que ça marche et que c'est fiable. Et puis surtout qu'il y a plus d'assurance de performer. Mais le problème, ce qu'on voit aussi, c'est que généralement, les LMDH ont plus de mal à lutter face au LMH, parce que à part Porsche, finalement, qui s'est vraiment hissé au niveau de Toyota et de Ferrari ces dernières années, généralement, justement, cette catégorie, l'endurance, est dominée par 2 prototypes LMH, parce qu'ils ont plus aussi de liberté, ce qui peut se comprendre d'un autre côté, puisqu'ils mettent aussi beaucoup plus d'argent sur la table pour développer leur prototype. Il y a une question aussi d'équité sportive, mais qui fait que pour lutter pour la victoire, c'est quand même plus compliqué, même si tous, évidemment, ne rêvent que de ça, ne rêvent que de gagner les 24 heures du Mans, mais pas tous à n'importe quel prix. Merci pour ces petites précisions. On va passer rapidement à la deuxième question. Du coup, question de F1 Stormy, qui demande, vu qu'en ce moment, il y a pas mal d'anciens pilotes de F1 qui viennent en WEC, est-ce que le chemin inverse est-il possible ? Alors, oui, c'est déjà arrivé, c'est beaucoup plus rare. Pour reprendre ton exemple, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'anciens pilotes de F1 qui sont en WEC actuellement, comme par exemple des Robert Kubica, Sébastien Buemi, Antonio Giovinazzi, même encore plus récemment Logan Sargent qui a rejoint la grille en GT chez Ford. Ouais, même Nick De Vries aussi. Nick De Vries également. Donc il y a pas mal d'anciens pilotes de F1 après leur carrière, courte ou pas, qui rejoignent le WEC, mais le chemin inverse, c'est beaucoup plus rare. Les seuls gros exemples notables de ces dernières années, c'est par exemple dans le WEC moderne, André Lotterer, donc qui était pilote chez LMP1, chez Audi en LMP1, pardon. De 2012 à 2017, double champion. Et qui a été champion, oui, en 2011 et en 2012, je crois. 2012 aussi ? Non, 2012, je crois, oui. 2016, c'est Porsche qui l'emporte. Oui, c'est possible. Mais du coup, voilà. André Lotterer n'a fait qu'un seul Grand Prix en F1, c'était à Spa en 2014 dans la Caterham. Mais voilà, ça reste quand même un pilote qui a fait le chemin WEC F1. Et après, il y a d'autres pilotes. Il y a Brandon Hartley, Nick De Vries, par exemple, qui aussi, même s'ils ont fait le chemin F1 WEC, étaient passés par la case WEC avant de venir en F1. En LMP2, ils ont fait 1 ou 2 saisons en LMP2 chacun. Et après, si on remonte dans les archives, on va dire, alors ça s'appelait pas le WEC, mais par exemple, Michael Schumacher, septuple champion du monde de F1, a fait les 24 heures du Mans en 1991. Et il y a Mark Webber aussi, qui avant de venir en F1 a fait les 24 heures du Mans en 1998 et 1999. Donc le chemin dans ce sens-là est plus rare, mais il arrive quand même de temps en temps. C'est ça. Il faut rappeler aussi qu'il y a des liens en fait entre pas mal de pilotes sur la grille.
et des écuries de Formule 1. Par exemple, Sébastien Buemi, Victor Martins, Théo Pourchaire sont des pilotes de développement en Formule 1. Antonio Foucault également. Certains pilotes, comme Ryo Hirakawa et Antonio Foucault, ont aussi fait des séances d'essais libres l'année dernière en Formule 1. Plusieurs aussi roulent en monoplace, comme la Formule électrique à côté. Mais bon, c'est quand même un style de pilotage qui est très différent, avec du lift and coast, tout ce qui va être consommation, etc. Et aujourd'hui, les écuries de Formule 1 vont d'abord piocher dans leurs académies, avec des profils qui sont jugés en fait un peu plus sûrs, qui vont venir de la Formule 2, la Formule 3, la Super Formula, possiblement même l'IndyCar, mais même là, le pont ne se fait plus depuis de nombreuses années. Donc certains pilotes WEC sont considérés même aujourd'hui pour la F1. L'année dernière, par exemple, il y a eu des rumeurs sur une potentielle titularisation de Felipe Drugovich avec Cadillac. Oui. Felipe Drugovich qui avait fait les 24 heures du Mans avec Cadillac, justement. Mick Schumacher aussi, c'est un nom qui traîne toujours dans les paddocks de Formule 1. Théoriquement, certains d'entre eux font parler d'eux dans les paddocks de Formule 1, mais pour autant, il n'y a jamais rien de concret. Et le chemin inverse, comme tu disais, c'est théoriquement possible, mais en pratique, ça fait quand même longtemps qu'on n'a plus vu, à part l'exemple de André Lauterer dans la Caterham, qui est un peu spécifique, mais sinon, ça fait longtemps qu'on n'a plus vu ce chemin inverse d'un pilote WEC vers l'endurance, vers la Formule 1, être fait. Bah, c'est surtout que la F1 c'est très fermé et quand on voit par exemple des Théo Pourchaire, champion du monde de Formule 2, qui n'arrivent pas à entrer en Formule 1, que certains pilotes, par exemple même un Felipe Drugovich, champion de F2 une année avant, qui n'est pas rentré en F1. Même Victor Martins, qui finalement, sur sa première saison, avait montré un niveau équivalent à celui de Oliver Biermann, qui avait même fini devant lui au général, et qui avait fait beaucoup de bonnes performances. Derrière n'a pas eu les portes ouvertes pour la Formule 1 parce que la suite des choses a fait qu'il n'y a pas eu de places qui se sont libérées chez Alpine ou chez un autre constructeur. C'est la même chose pour Théo Pourchaire avec BMW, avec Alfa Romeo également, puis Sauber. Et en fait, c'est un championnat qui est très fermé, comme tu disais. C'est pas facile d'y accéder. C'est facile d'en sortir, mais pas facile d'y accéder, justement. Oui, la F1, comme on dit, oui, c'est très fermé. Beaucoup diront que c'est l'élite du sport automobile, que c'est la catégorie reine du sport automobile. Donc c'est vrai que ramener des pilotes de WEC en F1, surtout qu'en plus le WEC, c'est pas la catégorie qui met le plus en valeur les pilotes, mais plus les constructeurs et les équipages en général, puisque c'est une course d'endurance. Donc c'est peut-être pas le meilleur moyen de rentrer en F1 pour un pilote de passer par le WEC. C'est ça, surtout que, comme tu viens de le souligner, le WEC, c'est d'abord un championnat d'équipe. C'est un championnat où ça sert à rien d'avoir un pilote qui est super performant dans une voiture s'il n'est pas capable, justement, de partager avec ses coéquipiers ce qui va faire sa performance. Parce que ça sert à rien d'avoir un Kevin Estre et puis deux autres pilotes qui ne comprennent pas comment piloter la voiture, par exemple. Là où à l'inverse, la Formule 1, c'est une logique assez inverse. C'est une logique où les pilotes vont généralement garder pour eux quand ils vont avoir un petit tips sur un virage pour gagner 2 dixièmes qui vont faire la différence. Là, c'est un travail qui est totalement différent et même une façon également de penser, de voir les choses. Entre la vitesse et l'endurance, ce sont deux mondes diamétralement finalement opposés dans leur manière de fonctionner. Et oui, du coup, c'est vrai que c'est vraiment deux mondes complètement à part. Eh bien, merci pour ces questions. C'était un plaisir d'y répondre. J'ai hâte de voir les prochaines questions pour le prochain épisode. On arrive plus ou moins sur la fin de ce podcast, mais avant de terminer, j'ai besoin de savoir quelles seraient rapidement tes prédictions pour la prochaine course, les 6 heures de Spa. Je vais faire même pas une, mais 2 prédictions. Une double prédiction sur la catégorie hypercar. Je pense qu'un petit podium d'Alpine et un top 5 d'une Cadillac à Spa sont réalisables. On va voir ce que ça va donner, mais je mets une petite pièce là-dessus. Je note, on verra ça pour Spa. De mon côté, petite prédiction, j'allais dire un podium d'Alpine aussi, mais du coup je vais pas dire la même chose.
parce que faut que je fasse un truc un peu différent. Du coup, je vais dire Ferrari qui s'impose. Voilà, Ferrari qui prend sa revanche face à Toyota et qui s'impose à Spa. Eh bien, on verra ça, du coup, le week-end du 8 mai. Ouais, c'est ça. Du coup, le prochain rendez-vous, du coup, les 6 heures de Spa, le week-end du 7 au 9 mai. Donc, la course, c'est le samedi. La course, c'est le samedi 9 mai. 6 heures de Spa, donc sur le mythique circuit de Spa-Francorchamps. Pour la deuxième manche, dernière épreuve avant les 24 heures du Mans. Ça va vraiment être un week-end de préparation intense pour les 24 heures du Mans, parce qu'on sait que les 24 heures du Mans, c'est vraiment l'épreuve qui vaut le plus, que ce soit niveau prestige, niveau points. Donc, c'est vraiment la course que tout le monde veut gagner. L'objectif ultime, clairement. Bah, c'est clair, donc du coup, va falloir... toutes les équipes vont être vraiment concentrées sur préparer les 24 heures du Mans, que ce soit les top teams ou les équipes du fond de grille. C'est vraiment l'objectif de ce début de saison. Et du coup, on se donne rendez-vous le week-end du 7 au 9 mai. Eh ben écoute, c'était un plaisir de t'avoir avec moi cette semaine. Merci à toi pour l'invitation. Eh ben merci à toi surtout d'être venu, d'avoir été là. C'était vraiment un plaisir. Si jamais tu veux refaire un épisode avec moi pendant la saison, franchement, ça serait avec grand plaisir. Franchement, j'ai adoré. Et puis, je te laisse faire un petit peu de donner tes réseaux sociaux, etc. si tu veux que les gens viennent te suivre. Merci beaucoup déjà pour cet épisode. C'était franchement, pareil, un vrai plaisir. Je vais reprendre tes mots, mais parce qu'ils sont justes. Et puis de mon côté, pour ceux qui veulent me retrouver, vous pouvez me retrouver sur TikTok, Instagram et YouTube au @ La Voix des Stands. Eh ben, cet épisode touche à sa fin. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous laisse aller suivre les réseaux sociaux du coup de Kevin et les miens, ainsi que le compte Insta du podcast. Je vous retrouve très bientôt du coup sur les réseaux sociaux. Je vous retrouve dans 3 semaines pour le récap des 6 heures de Spa. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Et puis à bientôt. Salut, salut! Salut, salut!